Donc, bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité et de m'accueillir. Je vois que je connais certaines personnes qui connaissent mon discours par cœur. Bon. Oui, donc je suis urbaniste à l'origine et je suis spécialisé ensuite en hydrologie urbaine. Et donc ce dont je vais vous parler, c'est l'eau dans la ville, en particulier l'eau pluviale dans la ville, ce qui pourrait paraître assez anecdotique, mais en réalité qui est de plus en plus structurante. Et c'est l'intérêt de la chose, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait le lien aussi avec le travail des CAE, c'est comment on peut intégrer cette problématique qui paraît un peu annexe, parfois même une contrainte, dans le projet urbain et apporter des réponses, quoi. Voilà, alors, n'hésitez pas à m'interrompre parce que sinon je vais pas m'arrêter. Pourquoi donc on vous parle de l'eau? Parce que en fait, la ville, elle impacte beaucoup le cycle de l'eau. Voilà, si on regarde le cycle de l'eau sur un terrain plutôt naturel, quand je dis naturel, c'est, on va dire, plutôt forestier, sur le pourcentage de ce qui pleut, on va dire, il y a la moitié qui s'infiltre et la moitié qui reste en surface. Dans cette moitié qui s'infiltre, il y en a une moitié qui s'infiltre en profondeur, donc qui va alimenter la nappe. La nappe, c'est vraiment le réservoir. L'autre moitié, ça va être une infiltration plutôt de surface. C'est les deux premiers ou deux premiers mètres de sol qui sont essentiels parce que c'est là où il y a beaucoup de biodiversité, c'est là où il y a la vie, on va dire. Et puis, il y a 40% qui s'évaporent ou qui s'évapotranspirent. Donc, très intéressant aussi parce que ça participe en particulier du climat et du rafraîchissement urbain. Et puis, il y a 10% qui ruissellent. Ça veut dire que on va dire, si on prend une pluie décennale où il pleut 40 litres par 40 litres par mètre carré, eh bien, il n'y en a que 4 qui vont partir. Ouais. Si jamais on prend la même pluie, exactement la même pluie, mais qu'entre-temps, la ville classique, ça a été mise en œuvre, finalement, il y a beaucoup moins d'infiltration, très peu en profondeur, donc on ne recherche pas les nappes, alors qu'on puise beaucoup dans les nappes pour alimenter la ville. On infiltre très peu dans les sols, donc petit à petit, les sols se stérilisent. Un peu d'évapotranspiration, beaucoup moins, parce qu'il y a moins de végétation. En revanche, beaucoup de ruissellement. Et donc, ce ruissellement, c'est ce qui va produire, entre autres, les inondations. Voilà, c'est ce qui va produire ça. Donc, on n'est pas obligé d'être le long d'un cours d'eau pour que ça inonde, ça peut être simplement l'eau du ruissellement. Voilà. Ruissellement urbain, mais en réalité aussi ruissellement, et vous connaissez ça dans le département, ça peut être aussi le ruissellement agricole. Ça veut dire qu'on a de tels terrains qui sont tellement, je dirais, industrialisés, si je peux me permettre, que lorsqu'il pleut, en gros, un terrain de maïs avec des sillons dans le sens de la pente, c'est un coefficient de 0,8, c'est-à-dire que c'est 80% de l'eau qui ruisselle. C'est supérieur à une ville relativement dense. Vous voyez donc le mode d'agriculture participe aussi du ruissellement. Exactement. Ça, c'est mes solutions à la fin, donc me spoil. Voilà, donc j'ai passé un petit quart d'heure à vous expliquer tout ça. Non, je plaisante. Ce qui veut dire que tout ça fait l'objet d'un ensemble de réglementations, aussi bien liées au débordement, donc c'est PPRI, PGRI, etc. C'est aussi tout ce qui est lié à la ressource. Peut-être vous participez parfois à des commissions locales de l'eau sur les sages. Bref, mais surtout, tout ça se termine dans le PLU. Et c'est là où vous allez pouvoir, vous, faire bouger les curseurs pour aller dans plus ou moins le bon sens. Et puis, il y a par ailleurs la loi sur l'eau qui fait que dès que vous avez une opération, par exemple, on va dire un des critères, c'est 10 hectares, eh bien, vous devez faire une déclaration et le soumettre à l'État. Donc, tout ça, vous voyez, rien que, avant même d'aborder le sujet, la gestion de l'eau, elle participe activement du projet urbain. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, plus ça va, plus cette gestion de l'eau, elle devient intéressante dans le projet. Très longtemps, ça a été oublié. À l'époque des hygiénistes, les eaux, on les mettait dans les tuyaux, on les évacuait très vite de la ville. Mais petit à petit, depuis une trentaine d'années, on change un peu d'approche. On se dit, mais finalement, c'est dans l'eau, c'est dans la ville, je veux dire, qu'on doit intégrer l'eau. Donc, il y a eu, avec la loi sur l'eau, il y a eu une obligation de faire des bassins de rétention. Alors d'abord, on s'est dit, on va essayer d'agrandir les tuyaux. Là, ça coûte très cher. Donc, on s'est dit, on va faire des bassins de rétention pour gérer les pluies exceptionnelles. À l'époque, on abordait l'eau uniquement sous l'angle du risque. Hein, c'est le risque d'inondation. Donc, on a fait ce type de bassin de rétention qui existe encore, hein, qui servent en fait, voilà, lui, il est plein à peu près 2 heures tous les 10 ans. Quoi. Donc, le reste du temps, ou l'essentiel du temps, ça ne sert à rien. Quoi.
Donc voilà, c'est vraiment, il y a eu une approche de technicien. J'ai dit, voilà, pour prévenir les risques d'inondation, on va faire des bassins de rétention et on va faire ce type de choses. Et puis on a fait ce type de choses aussi sur les parcelles privées. Hein. Donc c'est en fond de parcelle, on a mis ça, on ne sait pas très bien comment faire, donc on a mis ça au bout. On a fait des bassins enterrés, comme ici. Et puis ce qu'on appelle les structures alvéolaires ultra légères. Donc ça, c'est vraiment le pire. Hein. C'est des éponges qu'on met dans le sol. Et donc, lorsqu'il pleut beaucoup, plutôt que ces eaux aillent inonder des quartiers qu'on ne souhaite pas voir inondés, eh bien, l'eau est tamponnée dans les bassins de rétention que je viens de vous montrer. Et ça peut être également ça. Ça, vous me suivez ou... Bon, bah, c'est parfait, super. Scasse colmat, etc., etc. Comment? Ouais, si, ça existe énormément. Même. Oui, absolument. Ouais. Exactement. Et surtout, en fait, c'est l'eau pluviale est quand même relativement sale, donc ça décante là-dedans, donc ça colmate très vite. Et une éponge ne peut pas accéder dans l'éponge, ne peut pas curer l'éponge. Après, on s'est dit, mais finalement, puisque ça ne sert pas tout le temps, ces ouvrages, est-ce qu'on ne pourrait pas mieux les intégrer à la ville? Donc, on a fait ce type d'ouvrage. Là, on voit bien que c'est un bureau d'études VRD, donc voilà, bureau d'études VRD, qui a fait son bassin de rétention sur AutoCAD, et ensuite qui a dit à son paysagiste, est-ce que tu pourrais paysager la chose? Bon, voilà. Voilà. Bon, c'est comme ça. Là, c'est pareil, une recherche de cohérence. Il y a une ZAC qui est moche, un bassin de rétention qui est moche. Vous voyez, donc il y a une unité de paysage. Voilà. Et puis, petit à petit, on a essayé d'intégrer ça dans la ville. Alors là, par exemple, c'est des bassins de rétention, c'est des noues, ça dépend comment on les appelle. Vous voyez, en milieu périurbain. Donc, ça peut être plus ou moins joli. Voilà, c'est pas si mal que ça. C'est un peu profond, mais c'est plutôt pas mal. D'autres noues ici. Donc, ça, les noues, j'imagine, ça vous parle. Hein, c'est comme des fossés, mais c'est assez peu encaissé. C'est bien que c'est plus ou moins intégrable. Et puis petit à petit, on s'est dit, mais finalement, puisque vraiment ça ne sert à pas grand-chose, enfin du moins, ça sert rarement, on peut très bien intégrer ça dans un espace urbain. Et là, par exemple, c'est un bassin qu'on a fait dans un parc à Villemont il y a très longtemps. Vous voyez, on a juste joué, donc ça c'était à l'origine, on a joué sur les reliefs, et puis en cas de pluie, ça c'est pour la pluie 5 ans, pour la pluie 1 an, j'en ai plus très bien, mais c'est pas grave. Et puis ça c'est pour la pluie 10 ans. Mais le reste du temps, c'est un parc. Et ça pose pas de problème. On a noyé assez peu d'enfants pour l'instant. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, donc c'est intégré. Voilà. Autre bassin qu'on a fait il y a bien des années déjà, c'est la même chose. C'est dans une cité qui était très souvent inondée. Elle a été construite en zone inondable parce que c'était pas cher. Et voilà, on a fait ce type d'ouvrage. On a fait plusieurs dans la cité. Le fait qu'il y ait une passerelle et le fait qu'on ait mis des bosses comme ça partout fait que pour la population, ils savent que potentiellement ça s'inonde. Comme il y a une passerelle, c'est que ceux qui ont fait ça ont réfléchi à la chose, donc tout va bien et ils le vivent bien. Voilà, ça monte comme ça tout doucement. Et puis à la fin de la pluie, ça redescend. Voilà. Et on s'en a même pris des vieux bassins de rétention, et puis on y a mis des terrains de sport, parce que, encore une fois, cet espace est disponible, sauf après une très grosse pluie, le temps que ça se vidange. C'est vraiment très peu de temps. Donc, autant qu'on s'en serve. Voilà, donc ça, c'est un bassin de rétention à Clichy-sous-Bois, qui est devenu un terrain de sport. Je vais un peu vite. Ça, c'est la même chose, c'est pour dire qu'on peut aller très loin dans la provocation, puisque là, c'est un terrain de jeu où on engage les enfants à venir, qu'on leur a mis plein de jeux au milieu, et là encore, c'est un bassin de rétention. Ce qui est intéressant dans ce sujet comme dans l'autre, c'est que ce parc, il a été financé avec le budget assainissement. Dans l'opération, il y avait assez peu d'argent dans le paysage, ce qui est courant dans toutes les opérations d'aménagement. En revanche, il y avait pas mal d'argent dans l'assainissement. Le fait qu'avec cet argent-là, la fonction donnée à cet argent-là, c'était la gestion des eaux pluviales. En fait, en le gérant comme ça, on bénéficie de ces moyens-là. Donc c'est là où c'est intéressant. Voilà, avec des girafes. Et puis, donc ça c'est au fur et à mesure, il y a 10 ans, mais peut-être il y a 15 ans, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de réfléchir même autrement, plutôt que de concevoir la ville et de la compenser par des bassins de rétention, voyons si on ne peut pas intégrer l'eau directement dans la ville. Ça, c'est un exemple un peu facile, mais néanmoins qui parle. C'est en Bretagne où
c'est l'extension de Mordel, pour ceux qui connaissent. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a été relever tous les cheminements d'eau sur ces terres agricoles, ce qu'on bientôt ne fera plus. On a été relever les cheminements d'eau, on a été voir où est-ce que c'était humide, etc. Et on a bâti notre projet en fonction de ça. C'est bien que les voiries, tout ce qui est cheminement piéton, pas les voiries automobiles, mais tout ce qui est cheminement piéton, tout ce qui est circulation douce, on les a dessinés le long des cheminements d'eau. C'est intéressant parce que déjà en termes d'intégration à la géographie, ceux qui habitent là, petit à petit, ils savent qu'en suivant le cheminement piéton, ils vont comme ça rejoindre une rivière. Le long de cette rivière, il y a déjà un parc urbain d'ailleurs. Et donc, c'est toute une promenade, quoi. En habitant là, ils habitent déjà en fait le long de ce cours d'eau. Ils habitent dans un territoire qu'ils ont bien identifié, quoi. Contrairement à ceux qui habitent ici, dans un lotissement plus standard, c'est plus banal, quoi. Donc là, c'est aussi une façon, en réintégrant l'eau, de réintégrer la géographie et ce qui va avec la géographie, le contexte global. Et puis surtout, on a beaucoup moins à stocker puisque on impacte assez peu le cycle de l'eau. Donc voilà, on fait avec. Donc c'est une approche quand même qui n'est pas inintéressante parce que ça oblige enfin, on n'impose pas nos schémas types. Là, en gros, c'est un lotissement qui a été dessiné par les axes de gération des camions poubelles, hein. C'est ça aussi. Là, c'est un peu différent. Ce qui implique déjà de faire circuler l'eau à ciel ouvert, puisqu'elle circule à ciel ouvert. Voilà. Donc, s'il y a l'eau qui circule à ciel ouvert, ben, on peut mettre des arbres le long de ça. Donc, vous voyez, à partir de la gestion de l'eau, on amène autre chose. Et puisqu'on amène des arbres, on peut aussi amener des circulations douces qui seront plutôt à la fraîche, en fait. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'îlots de fraîcheur. Vous voyez, il y a petit à petit, l'eau, elle devient ressource. Là, c'est les premières notions de l'eau ressource. Ce qui implique néanmoins de compenser l'imperméabilisation dès qu'elle se produit, pour éviter d'avoir des gros débits dans les espaces publics. Donc, il faut qu'on maîtrise déjà à la parcelle, quoi. Ça, c'est un vrai sujet, et ça ne va pas se faire tout seul, ça doit être dans un PLU, par exemple. C'est là où il faut serrer un peu la vis pour que ça se fasse. Sinon, je suis sûr que vous connaissez bien, hein, c'est pas facile. Mais bref, à la parcelle, il faut leur demander qui stocke. Alors, ils se débrouillent, soit ils stockent en toiture terrasse, si c'est un tissu urbain un petit peu dense, soit ils stockent dans les jardins, soit ils stockent dans les haies. Bref, ils se débrouillent, mais il faut qu'ils stockent. Ce qui fait que là encore, on a ce verre qui va avec. Bref, ça permet donc de dessiner un paysage où il y a les cheminements piétons, il y a les promenades, et puis il y a ce lien avec l'eau à l'échelle de la parcelle. Et tout ça, donc, quand il pleut, il y a plus déjà, il n'y a plus de tuyaux, et puis il n'y a pas de gros débit qui passe. C'est un peu comme c'était avant, c'est un peu comme une éponge, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, le lien, là, il est très fort entre l'urbaniste, l'architecte, le paysagiste, le bureau d'études VRD, et puis l'ensemble. Et l'argent aussi, on va en parler tout à l'heure. Ça, c'est le dessert. Voilà, et puis ça peut donner ce type de choses, c'est plutôt lié à la nature, quand même, ça qui est intéressant. Ce type de choses, il y a même un petit bassin en eau permanente ici, et ça, c'est du logement social. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant, quoi. En fait, en économisant sur les tuyaux, ça permet, encore une fois, de valoriser tout ce qui est espace vert, quoi, tout ce qui est nature. En fait, le terme à la mode cette année, c'est solutions basées sur la nature. Là, c'est vraiment l'approche, quoi. Et c'est un peu l'exposé, c'est aussi le thème de mon exposé, c'est comment on est passé du génie civil, une approche systématique de génie civil, à une approche plutôt génie urbain, génie écologie. Vous allez voir que c'est pas forcément une lubie, quoi. Même dans la réglementation, c'est vers quoi on va, quoi. Voilà. Moi, j'ai tout le temps en fait. Bon, très bien. Parce que je parle vite, mais... Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est là où ça devient vraiment très intéressant. Il se passe plein de choses nouvelles, qui fait que, enfin, ça fait déjà 2-3 ans, même un peu plus, ce qui fait que ça change plus dans ce sens-là, quoi. Le premier point, c'est l'abattement des petites pluies. Alors, je mets ça parce que... Non, je vais laisser ça. En fait, l'abattement des petites pluies, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui est à peu près partout maintenant, qui impose aux acteurs de l'aménagement, certes, de gérer les pluies exceptionnelles, c'est ce dont je vous ai parlé depuis le début, donc faire des bassins de rétention, voilà, le mieux possible, mais c'est surtout là, c'est de gérer aussi les petites pluies. Pourquoi faut-il gérer les petites pluies? Parce qu'en ville,
lorsque l'eau tombe, lorsque n'importe quelle pluie tombe, elle arrive, elle est déjà un peu polluée. Ensuite, elle ruisselle sur les toits, sur les routes, elle se charge. Et pour beaucoup de cette eau, elle arrive à un moment donné, quand elle arrive dans les centres-villes, elle arrive dans des réseaux unitaires. Donc là, elle se mélange en plus avec de l'eau usée. Forcément, donc elle se pollue. Donc c'est un gros débit qui arrive, d'eau pluviale, qui se mélange à un petit débit, qui est l'eau usée. Et ce gros débit, donc d'eau sale, n'a pas forcément la capacité d'aller jusqu'à la station d'épuration. Donc ce qui se passe, et peut-être vous connaissez ça, il y a ce qu'on appelle des déversoirs d'orage. Ça veut dire que pour soulager les réseaux, il y a des surverses tout le long des cours d'eau qui fait que les eaux unitaires, quand il pleut, ne vont pas jusqu'aux stations d'épuration. Parce que voilà, les réseaux seraient trop grands, les stations devraient être trop grosses, et voilà. Ce qui fait que dans toutes les villes, quand il pleut, on pollue directement le milieu naturel. On le pollue en termes de chaleur, hein, c'est une eau qui est chaude, qui se déverse d'un coup dans le milieu naturel, et c'est une eau qui est sale. Donc c'est aussi des chocs de pollution. Donc les agences de l'eau, ça c'est essentiel parce que c'est elles qui font tout changer. Les agences de l'eau, elles se sont dit soit on dépense beaucoup d'argent pour améliorer nos stations d'épuration, améliorer nos réseaux, soit on fait en sorte que lorsqu'il pleut dans les villes, l'eau ne ruisselle plus et l'eau s'infiltre. Si l'eau ne ruisselle plus, elle n'ira pas dans les réseaux. Donc on n'aura pas ensuite à la surverser et ensuite éventuellement la dépolluer. Donc c'est énormément d'argent, je reviens vers là, qui est donné aux acteurs de l'aménagement pour faire en sorte qu'on abatte les petites pluies. En gros, c'est qu'on construit un territoire qui infiltre, un territoire éponge pour que l'eau s'infiltre. Ça a plein d'avantages. Le premier, c'est que c'est bien subventionné, ça on en reparlera après. Mais deuxièmement, c'est que ça évite d'avoir les surverses. Et puis surtout, ça permet de faire en sorte qu'on recharge en eau les sols, aussi bien les sols superficiels, comme on a vu tout à l'heure, que les nappes. Donc là, ça devient très intéressant. Mais ce qui implique, en revanche, de faire travailler plutôt les paysagistes, plutôt les écologues, plutôt les architectes que le bureau d'études VRD. Voilà, c'est là où il y a un changement. On passe vraiment d'un génie civil à un génie écologique. Il reste encore 20 minutes pour le moment. Et donc ça, c'est pas que des propos en l'air, c'est pas de l'utopie. C'est-à-dire qu'à Paris, comme dans beaucoup d'endroits, on travaille à Nantes, on travaille à Bordeaux, on travaille à La Rochelle, on n'a pas le permis si on n'abat pas 10 mm ou 12 mm ou 16 mm. Donc c'est très contraignant, je dirais. À La Rochelle, aujourd'hui, pas encore aujourd'hui, mais bientôt dans le PLU, il faudra abattre la pluie 100 ans. C'est énorme, c'est-à-dire qu'on va supprimer les réseaux. On travaille sur l'île de Nantes, c'est la même chose. On doit abattre à la parcelle la pluie 30 ans, donc on a supprimé les réseaux. Et tout ça sur des terrains pollués en plus. Donc vous voyez, il y a une attente et une recherche sur ce sujet qui est très forte. Ce qui oblige, même là, c'est un exemple à Paris, parce que c'est ce qu'il y a de pire, on va dire, donc c'est très très dense. Donc on a dû, sur un bâtiment nouveau, mettre une certaine épaisseur de toiture terrasse pour pouvoir absorber une partie de l'eau, et puis on a dû laisser retrouver de la pleine terre sur une autre partie pour absorber une partie de l'eau. Donc vous voyez, c'est dans le permis, quoi. Donc c'est pas du discours, ça impose de réfléchir. Donc ça, c'est le premier point, c'est déclenchant. Ensuite, alors là, je parle aux élus, mais parfois je parle aussi aux promoteurs ou aux aménageurs. Ensuite, il y a aussi tout un tas d'attentes de la part des habitants. Il faut trouver des solutions. Ces attentes, c'est quoi? C'est de plus en plus de nature en ville. Donc ça peut être sous l'angle de la biodiversité, ça peut être sous l'angle de la trame verte, la trame noire, la trame bleue, etc. Ça peut être des attentes en termes d'îlots de fraîcheur, ça peut être des attentes en termes d'agriculture urbaine. Voilà, il y a tout un tas d'attentes. Ça, c'est aussi nouveau. Moi, quand j'ai commencé dans la gestion des eaux, jamais on parlait de l'eau ressource et encore moins de l'eau support de nature, quoi. On parlait éventuellement de l'eau continuité, mais voilà. Donc, il y a toutes ces attentes qui sont nouvelles aussi dans les esprits. Et vous allez voir qu'avec l'eau, on va pouvoir répondre à ces attentes. Il y a voilà, ça aussi, le fait que l'eau, petit à petit, ça redevient une ressource. Très longtemps, c'est les hygiénistes, hein. C'était l'eau, c'est sale, donc l'eau doit disparaître très vite, quoi. C'est une nuisance, donc il faut qu'elle dégage. Aujourd'hui, non, on se dit, ah mais tiens, on pourrait s'en servir autrement, on va y revenir.
voilà, les eaux grises, etc. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a encore 3-4 ans, on parlait de ça avec l'abattement des petites pluies. Aujourd'hui, cette année, on est en train de se dire, non, mais il n'y a plus de ressources. On croyait qu'en France, on était tranquille au niveau de la ressource. Non, non, on n'est pas si tranquille que ça. On croyait que c'était que dans le sud. Non, non, c'est aussi en Bretagne. Donc, petit à petit, l'aspect ressources, on se dit, mais tiens, c'est vrai qu'on pourrait peut-être... voilà. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que quand on va gérer les eaux de pluie, on va permettre de répondre à d'autres enjeux. Ça va nettement dépasser le domaine de la gestion de l'eau. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est aussi pour ça que nous, les urbanistes, les paysagistes, enfin tous les acteurs de l'aménagement, on a un rôle à jouer dans la gestion de l'eau parce que ça va permettre de répondre à un tas de choses. D'ailleurs, pourquoi je mets ça? Je ne me souviens plus. Ça, c'était, j'en reparlerai, c'est un extrait de règlement de PLU où on peut être très sévère là-dedans. Là, par exemple, c'est marqué à l'intérieur d'une même parcelle, la circulation des eaux pluviales doit s'effectuer de façon gravitaire et à ciel ouvert. Rien que ça, c'est énorme. Énorme, parce que ça veut dire qu'il faut que l'architecte, il intègre la gestion des eaux pluviales, alors que pour lui, c'est d'une vulgarité sans limite. Non, non, on va être obligé, il va être obligé peut-être de faire descendre une descente d'eau en façade, par exemple, ou des choses comme ça. Ouais, non, mais surtout qu'il arrive très bien à le faire une fois qu'il se saisit du problème. Quoi. Ils ont plein d'idées, donc voilà. Ensuite, c'est marqué à ciel ouvert, donc ça c'est super, et c'est façon gravitaire. Il n'y a pas de pompe, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir faire un ouvrage enterré. Donc ça, c'est énorme. Ça. Voilà. Chaque parcelle doit être en mesure de contenir les petites pluies. Voilà, donc ça, c'est abattre les petites pluies. Sans aucun rejet au réseau public. Voilà. Et pour les pluies exceptionnelles, c'est que 1 litre par seconde par hectare dans le réseau public s'il n'arrive pas à infiltrer. Quoi. Donc, c'est dans le PLU. Ça veut dire que lorsque le promoteur il arrive et que lui, il n'est pas d'accord, bah, vous lui dites OK, mais quand vous êtes, enfin, si vous voulez travailler sur notre territoire, il y a un PLU. Si vous ne le respectez pas, ce n'est pas la peine de venir. Alors, je ne dirais pas ça dans tous les territoires, mais je pense que vous avez des territoires suffisamment attractifs pour vous permettre ce type de choses. Quoi. Si on regarde les autres PLU, on voit que là, c'est le PLUI, je crois que c'est. J'en veux plus lequel est. C'est à Nantes. Mais non, à Nantes. La Rochelle. La Rochelle, bah, ok, merci. C'est moi qui l'ai fait en plus. En fait, on ne parle plus vraiment contrainte de l'eau. On parle déjà des solutions. En fait, on va plutôt imposer un biotope, un coefficient de biotope, voilà. Parce que si on impose ce coefficient de biotope à la parcelle, ça c'est pour l'île de Nantes, eh bien ils sont obligés de mettre de la terre sur leur toit, ils sont obligés de faire tout un tas de choses. Une fois qu'ils font ça, en réalité, ils ont déjà répondu à la contrainte de gestion des eaux pluviales. Donc vous voyez, c'est très lié, quoi. Et c'est là où on voit que l'approche eau et nature, ça devient de plus en plus fort. Et donc, dans la réglementation, il n'y a plus d'article 4 en disant, attention, c'est tant de litres par seconde. On dit, ben voilà, le biotope, ça sera ça, débrouillez-vous. Enfin, bref, on donne aussi des éléments, hein, mais voilà. Et ça, je ne dis pas ça parce que c'est vous qui êtes là, mais je pense que c'est le politique qui peut dire que ça va être comme ça. Vous voyez, c'est aussi une forme d'autorité, quelque part, qui fait qu'on va trouver des solutions. Nantes, voilà. Nantes, c'est la même chose. On va parler, même, c'est ça qui est intéressant, on va même parler de climat. On va dire, voilà, si on veut que notre quartier soit plutôt frais, il faut qu'il y ait de la végétation. Et cette végétation, elle doit être active aussi l'été, parce que c'est cette végétation qui va faire du rafraîchissement. Donc voilà comment vous allez devoir gérer vos eaux pluviales, parce qu'il y a ces ambitions-là. Ça, c'est dans le cadre d'OAP. Vous voyez, donc là, on est très loin du bassin de rétention qu'on a vu au tout début. Hein, c'est très imbriqué. Et donc, on se retrouve, enfin, je ne dirais pas que c'est des compétences nouvelles, mais il faut des chefs d'orchestre. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que le paysagiste, il intègre ça, il faut que l'architecte, il intègre ça. Je dirais même que quand on met 1 mètre de terre sur un bâtiment qui est en R+5, il faut penser à la structure du bâtiment, quel impact ça va avoir. Voilà, il faut faire tout ça et il faut aussi tenir ça dans le temps. Et donc, il y a certes les urbanistes qui sont... Mais il y a aussi, je ne vais pas faire de pub, mais il y a aussi les bureaux d'études en environnement. Certains sont très forts dans ces sujets. Ils arrivent à bien réfléchir, à dire, bah oui, bien sûr, dans la toiture terrasse végétalisée, c'est super, mais si on veut une structure bois, on va plutôt faire un petit peu autrement. Et il y a tous ces curseurs qui sont réfléchis ensemble et ça devient vraiment très intéressant. Voilà.
Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça, c'est pour une autre ZAC. Mais vous voyez, là, c'est pareil, tout ce qui est bâtiment, c'est aussi très végétalisé. Je ne dis pas que c'est parfait, hein, parce que sous ce couvert de toute cette végétation, parfois, on fait des densités urbaines qui sont complètement délirantes, quoi. Donc, il faut faire attention. Ça peut être aussi une espèce de greenwashing, quoi. Donc, voilà, c'est pas miracle, hein, il faut bien intégrer et c'est encore la réflexion. Solution mutualisée, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, si on redescend un petit peu, d'un point de vue pratique? Il y a Crépy-en-Valois, qui n'est pas très loin d'ici, c'est un peu anecdotique, mais c'est pas mal. Ils ont conçu une scie spéciale pour scier les bordures. Si bien que lorsqu'il pleut sur un parking ou sur leurs espaces publics, l'eau ruisselle et elle va alimenter l'espace vert. Et ça, en fait, c'est tout con, mais d'un point de vue environnemental, c'est très intéressant. Et d'un coup, l'eau de pluie, qui était une contrainte qui allait dans l'assainissement, ça va dans le massif végétalisé et ça hydrate le massif végétalisé, quoi. Donc, vous voyez, et donc on y va, tous les gens un peu spécialisés dans le domaine de l'eau, on va faire notre pèlerinage à Crépy-en-Valois où il nous montre sa scie et on dit tout ça, ouais, c'est vraiment super, quoi. Non, mais je vous assure, tapez Crépy-en-Valois, vous allez voir, c'est lui qui va apparaître avec sa scie magique, quoi. Bon, voilà. On en pense ce qu'on veut, mais la démarche, elle n'est pas inintéressante. Ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est donc la déconnexion. Parce que, par exemple, on peut travailler sur de l'existant. Vous avez un toit, ce toit, il est raccordé au réseau. Vous pouvez très bien déconnecter ce toit et faire en sorte que ça aille dans un jardin. Là, c'est à Bruxelles, où on a récupéré les eaux des toitures, et puis ça va dans un massif, comme ça, voilà, et puis ça va hydrater des espaces verts un peu plus loin. Voilà, c'est à nous de jouer avec. J'ai mis ces images, c'est un peu pour faire comprendre les choses. Et puis, on travaille beaucoup avec le PNR, voilà, du Vexin, tout près d'ici. Donc, c'est aussi des propositions de comment on rend les maisons autonomes, voilà, où on récupère les eaux, éventuellement on les récupère dans des citernes, et puis ça ruisselle dans des noues pour les plus exceptionnels. Mais surtout, l'idée, c'est d'infiltrer, infiltrer, infiltrer. Voilà. Exemple d'une... Pardon? Absolument. Je vois qu'il y a des spécialistes, bravo. Donc, on a fait une étude financée à, je crois, 80%, comme souvent, par l'agence de l'eau. Donc, n'hésitez pas à solliciter l'agence de l'eau. Ils ne savent pas quoi faire de leur argent. Je ne vais pas arrêter de vous le répéter, mais je vous assure que c'est vrai. Est-ce que l'agence de l'eau est là ou pas? Mais non, mais je le dis, mais sans problème, quoi. Ils sont pleins d'argent. Dès que vous faites un truc dans la nature en ville, allez voir l'agence de l'eau et... Voilà. Même pour les produits d'école. Et bien sûr, ça, vous êtes en train de spoiler encore. Ça fait deux fois déjà. Pourquoi je montre ça? Parce qu'effectivement, donc on a fait une étude globale sur l'ensemble du quartier, de la ville, en essayant de voir partout où il était possible de désimperméabiliser. Et en fait, l'exemple, c'était la mairie, tout simplement, où il y avait tout un massif, toute une partie comme ça, qui n'était pas raccordée. Donc, on a déconnecté la mairie, et puis on a fait des espaces d'infiltration. Avec un bureau d'études qui s'appelle À ciel ouvert. Voilà. On était bureau d'études hydrologue sur ce sujet. Voilà, et l'idée, c'est que, en fait, on s'aperçoit quand on se promène dans la ville qu'il y a énormément d'endroits qui sont étanches parce qu'il y a cette habitude d'étancher les choses. Voilà, quoi, point. Mais en fait, toute cette étanchéité, elle participe de l'augmentation du ruissellement et de l'assèchement des sols. Donc, en fait, dès qu'on change de regard, on se dit, ah, mais oui, tiens, il y a tel endroit qui pourrait effectivement végétaliser. Donc, il ne faut pas hésiter, vous pouvez y aller. Voilà. Là, c'est des exemples aussi où comment on peut végétaliser un peu les abords des maisons, les parkings, ça, on fait beaucoup ces choses-là. Ça, c'est quelques exemples parce que c'est de la réhabilitation industrielle dans des zones industrielles où finalement on a gratté, et puis on a gratté les sols existants, et puis on a mis des espaces verts plutôt encaissés, plutôt infiltrants. Voilà. Donc ça, c'est les espaces extérieurs, et puis ça, c'est les toits. Et puis voilà, on a gratté aussi. Bref, on a fait en sorte que, alors c'est pas non plus top, hein, et puis pour tout vous dire, il y a même un bassin enterré qui est sur le parking, mais c'est pas grave. En tout cas, dans la démarche, on a essayé d'aller dans le maximum. Voilà. Ça, c'est pas du tout nous, c'est Wagon Landscape, et c'est très intéressant. En fait, dans cette approche-là, ils ont juste gratté les sols, ils ont laissé comme ça, et puis voilà, ils ont laissé pousser, quoi. Et donc, en fait, c'est vraiment tout con. Et lorsqu'il pleut,
ça s'infiltre, quoi. Et en termes de biodiversité, il y a 150 espèces. Alors, je ne sais pas si c'est des menteurs ou pas. En tout cas, il y a une vraie biodiversité qui s'est créée par rapport à ce biotope, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, c'est intéressant. On peut aller très loin, très vite et de façon très diverse, quoi. J'ai mis ça parce que, encore une fois, non, mais j'insiste là-dessus, mais je sais que c'est compliqué les financements pour les communes. Là, pour une fois qu'il y a une manne infinie, non, j'exagère, mais néanmoins, il y a une manne quand même importante. Et surtout, ils sont très à l'écoute et ils sont aussi dans le conseil, quoi. Donc, il faut en profiter. Enfin, c'est très intéressant. Et surtout que ils ont bien compris que si eux, ils parlent station d'épuration, ça ne va pas nous intéresser. Eux, ils ont bien compris qu'il fallait nous parler nature en ville, enfin bref, toutes ces choses-là, quoi. Donc, et au début, ils n'étaient pas spécialistes. Aujourd'hui, je crois que c'est qui s'appelle M. Ducreux, à l'agence de l'eau de Normandie, il est très fort, quoi, et c'est très intéressant de discuter avec lui. Mais vous voyez, c'est pas rien. C'est-à-dire que là, par exemple, toiture végétalisée, l'assiette, c'est 100 € par mètre carré. Donc, c'est l'assiette. Et vous, collectivité, vous pouvez bénéficier de 80% de cette assiette. Donc, ça veut dire que c'est 80 € qu'on vous donne par mètre carré. Mais ce qui est encore plus formidable et ce qui est carrément magique, c'est si vous avez un bâtiment existant et que ce bâtiment existant il est raccordé au réseau et que vous déraccordez ce réseau, ce raccordement, et que vous mettez ça dans l'espace vert qui voisine, eh bien, ils financent 80 € de l'ensemble de la toiture du bâtiment que vous avez déconnecté. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est la déconnexion, c'est tous les apports qui n'arrivent pas dans leur station d'épuration. Donc vraiment, allez-y, allez-y, allez-y. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ça oblige, encore 200 slides, mais je vais y arriver, ça oblige à avoir une approche un peu plus fine. Et là, on est vraiment sur l'eau ressource, quoi. On oublie petit à petit comment ça n'est plus que le risque. C'est par des choses toutes bêtes, c'est-à-dire que l'eau pluviale, finalement, elle peut aller dans une fosse d'arbre. Pourquoi pas, quoi. C'est pas si compliqué. Il y a déjà des paysagistes qui s'y sont intéressés, mais allons plus loin, quoi. Cet exemple, c'est en Argentine. Il fait très chaud sur les mailles. Ce qu'ils font, c'est que, il fait très chaud en Argentine. Et sur les mailles piétons, il fait pas si chaud que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des grands arbres. Ces grands arbres font de l'ombrage. Et ça génère de la fraîcheur. Et aussi parce qu'ils évapotranspirent. Pourquoi ils évapotranspirent? Parce qu'en fait, ils sont dans les caniveaux, tout simplement. Donc voilà, il pleut. Dès qu'il y a un petit peu de pluie, toute la pluie arrive dans le caniveau et va hydrater l'arbre. Si bien qu'il y a des arbres qui sont en pleine forme, et en période de stress hydrique, ils sont suffisamment forts pour résister. Donc vous voyez, c'est là où on voit un petit peu les métabolismes urbains petit à petit se constituer. On peut avoir fait le musée de l'homme pour ça. Hein. C'est pas très compliqué, en fait. Voilà. Surtout qu'on voit, on voit que c'est des techniques qui sont plutôt anciennes et qu'on voit un peu partout, plus ou moins discrètes et réussies. Mais voilà, au Japon, c'est la même chose. Voilà. Les eaux pluviales, c'est pas partout, mais elles vont comme ça au pied des arbres. On peut même aller plus loin, mais là, je vais pas. Mais c'est de travailler, voilà, travailler sur les fosses d'arbres de façon à ce qu'elles soient beaucoup plus absorbantes. Et donc, ça permet d'avoir des arbres beaucoup plus vifs, quoi. Ça, c'est, on dirait une fake news, mais je vous jure que c'est pas vrai. C'est notre ami Orjan Stahl qui nous avait invités à Stockholm pour voir ça. Ça, c'est les mêmes arbres qui ont été plantés au même moment. Ça, c'est ceux qui reçoivent l'eau pluviale, c'est ceux qui ne reçoivent pas l'eau pluviale, vous voyez, qui sont en plein cagnard, quoi. Donc forcément, c'est un impact qui est énorme. Vous voyez. Et ça, c'est dans l'attention, dans la conception, voilà. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est l'histoire des cours oasis, parce que ça illustre complètement je ne sais pas la problématique, mais en fait, les cours oasis, c'est quoi? C'est une cour. La cour, elle est quasiment 100% étanche. Là, vous voyez, c'était 82% imperméable. C'est noir, donc ça veut dire que c'est du bitume. Ça veut dire que l'été, c'est le cagnard qui tape, il fait très chaud. Donc, l'agence de l'eau a dit, c'est des espaces imperméabilisés, il faut qu'on les désimperméabilise. On va vous aider à faire ça. Donc, l'idée, c'est de désimperméabiliser la cour. Super, donc nous, hydrologues, éventuellement un peu paysagistes, on va désimperméabiliser la cour. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça oblige à réfléchir. Déjà, ça oblige à être en contact avec les enseignants, avec la collectivité, enfin bref, avec tout un tas de gens qui ne sont pas forcément liés à l'eau, mais qui, là, cette fois, ont un rôle prépondérant. Et donc, ça permet de se dire, pas forcément nous, hydrologues, qui avons pensé à ça, mais c'est de se dire, un terrain de sport,
enfin, un terrain de foot va occuper 80% de la cour et va être utilisé par 90% de garçons, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas réinterroger les usages dans une cour d'école pour équilibrer tout ça, quoi. Donc, nous, hydrologues, à partir de notre projet à travers l'eau, enfin bref, on rentre dans le projet sous l'angle de la gestion de l'eau. Et ça permet d'apporter des réponses, et surtout opérationnelles, à tout un tas d'autres problèmes. Et c'est ça qui devient très intéressant. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça se gâte mon temps. Et voilà. Mais bref, en gros, donc on a cherché, en collaboration avec vous et en collaboration avec les enseignants, avec la paysagiste qui avait déjà travaillé avant nous, qui avait déjà orienté les choses, on a essayé de désimperméabiliser un maximum et ensuite, donc désimperméabiliser pour les petites pluies, mais également gérer les pluies exceptionnelles. Donc on a regardé où est-ce qu'on pouvait faire des décaissés qui seraient capables de reprendre la pluie exceptionnelle. Encore une fois, elle est exceptionnelle, donc ce n'est pas un problème vis-à-vis des enfants, quoi. Donc, vous voyez, c'est des essais, on modélise, etc. Et puis, voilà, l'existant, il y a 15% d'espace vert, là, il y aura 50% d'espace vert. Et vous voyez, là, on dépasse complètement le domaine de l'hydrologie, mais c'est à nous aussi de nous adapter pour que les usages soient prioritaires dans notre réflexion et non plus la contrainte hydraulique, quoi. Il faut qu'on parte des usages absolument, quoi. Où là, vous voyez, à travers les reliefs, on va donner des fonctions aux différents espaces. On va aussi donner des fonctions, comme on dit maintenant, écosystémiques, quoi. Comment cette végétation activée par l'eau va pouvoir faire du rafraîchissement. Et puis, c'est suite aux échanges avec les enseignants, etc., que notre cahier des charges était aussi d'intégrer ces envies de la part des enfants. Vous voyez, donc on est très loin là de la gestion de l'eau. Mais c'est pas grave, ça a permis d'y répondre. Donc c'est encore en projet, mais vous voyez, c'est très vert, il y a tout un tas de travail, et le chantier va se faire cet été. Donc c'est pas du discours, là, on est vraiment sur l'opérationnel. Voilà, j'ai un peu vite. Pourquoi je parle? Ah oui, donc c'est bon, ça c'est les oasis, les cours oasis. Il me reste 1 minute 20. Non, ce qui est intéressant, c'est que par ailleurs, il y a aussi d'autres démarches qui ne sont pas forcément avec les agences de l'eau, mais également avec les agences de l'eau. Là, en l'occurrence, avec le SIA, c'est la découverture des cours d'eau. On accepte de nouveau les cours d'eau dans la ville. Nous, on travaille sur Raisonville, que vous connaissez peut-être, où il y a cette démarche-là. C'est-à-dire qu'on est parti on est parti d'un site où le cours d'eau a été canalisé. Le Petit Rhône, c'est pas rien, c'est tout le nord de l'Île-de-France. Ça raconte une histoire. C'est aussi le Petit Rhône qui rejoint le Croult qui va passer en Seine-Saint-Denis. Toute la structure même de la Seine-Saint-Denis reprend ça et va en Seine. Donc c'est tout un parcours, c'est toute une histoire, c'est une géographie. Et c'était planqué. Et là, aujourd'hui, eh bien, il y a cette demande. Alors, le SIA apporte beaucoup ça, très financé par l'Agence de l'eau, pour végétaliser la chose. Alors, on travaille sur comment c'était avant. Forcément, on travaille en tant que paysagiste. Et puis, aujourd'hui, on est en train de recréer des méandres. On est en train de recréer de la végétation. Voilà, donc ça, c'est en cours de chantier, vous voyez. Tout ça dans des espaces comme très ouverts au public. Et on va créer comme ça, on va retrouver le fonctionnement du cours d'eau, quoi. Et ça, c'est pareil, c'est nouveau. Ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, on crée de la nature, on crée de la continuité, donc des promenades, etc. On crée de la fraîcheur. Et puis, on répond aussi aux problématiques d'inondation, puisque c'est plutôt dans l'imageur qu'on va venir inonder, non pas dans les villes. Voilà. Bref, vous voyez, petit à petit, ça se décline, ces problématiques initiales qu'on réglait à coup de bassin de rétention, petit à petit, ça se décline avec plus de nature dans la ville. C'est vraiment cette synergie, je dirais, d'idées, d'attente. Voilà, je crois que c'est inauguré samedi, 1er juillet, à 14h à 15h. Là, mais il faut y aller parce que c'est formidable. Voilà, ça c'était 2 slides parce que j'avais promis qu'on parlerait un petit peu de l'agriculture, parce qu'effectivement il y a aussi beaucoup d'écoulement de boue. Normal, quand il y a une forte pente et le fait que les sols soient à nu quasiment, dès qu'il pleut beaucoup, ça ruisselle et il y a des coulées de boue. C'est très facile de trouver des schémas comme ça sur Internet, mais à mettre en œuvre, ça franchement, c'est beaucoup plus compliqué parce que
Enfin bref, l'idée c'est quoi? C'est de recréer des haies, recréer tout un tas de choses, quoi. Des fascines qui empêchent le ruissellement. Mais donc c'est facile à dire comme ça. Par contre, c'est toute une culture, toute une économie agricole qu'il faut revoir. Et là, c'est pas très simple. Mais bon, il y a des solutions. Et là encore, elles vont plutôt dans le bon sens parce que quand même, le gros avantage de ça, c'est que l'eau, en s'écoulant, elle s'infiltre. Qui dit elle s'infiltre, elle recharge les nappes. Donc elle recharge les nappes, c'est-à-dire qu'elle préserve la ressource. Et sans vouloir être polémique, plutôt que d'aller à fond sur les bassines, peut-être que parfois, se servir de la nappe comme un énorme réservoir, ça peut être aussi intéressant. Voilà. Mais c'est pareil, ça se travaille, c'est-à-dire qu'il faut que l'eau, elle puisse s'infiltrer. Voilà. Voilà, bon, bah, c'est quelques images comme ça, mais là encore, ça va dans le bon sens, quoi. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Et ça, c'est l'idée de créer au fur et à mesure de la pente des axes perpendiculaires pour que l'eau, lorsqu'elle s'écoule, elle ne ruisselle pas et elle s'infiltre. Ça, c'est quasiment un dernier projet. Donc, oui, je tends là. Oui, bravo. Effectivement, c'est à Bruxelles. Mais je l'ai mis parce que c'est assez intéressant. En fait, c'est des parkings. On a supprimé les parkings. On a fait cette promenade qui sera très verte. On récupère les eaux des toitures et d'un bassin versant plus large qu'on collecte gravitairement et puis ça ruisselle ici. Voilà. Et puis, dans notre projet, on a dit on va créer des îlots de fraîcheur. Ce sera une promenade, donc on va créer des îlots de fraîcheur. Ça, c'est le début de l'îlot de fraîcheur. Bon, voilà. Le problème, c'est que comme beaucoup d'îlots de fraîcheur, on en a besoin en période caniculaire, quand il fait très chaud, et c'est souvent en période caniculaire, quand il fait très chaud, qu'on est en stress hydrique. C'est-à-dire que c'est là où il y a les interdictions, par exemple, d'arroser. Donc, nous, tout notre principe, c'est de dire, on va hydrater la végétation, même l'été, pour qu'elle soit fraîche. Et donc, là, l'idée qu'on a eue, c'est ça, c'est de dire, eh bien, on va infiltrer dans la nappe. Donc, on a des bassins de rétention. C'est le truc feuillu qu'on a vu, où on infiltre. Toute l'eau qu'on collecte, on l'infiltre. Ça prend le temps qu'il faut, mais on l'infiltre. Si bien qu'on recharge la nappe. Et en contrepartie, on est allé voir la police de l'eau en disant autorisez-nous à pomper l'été un tout petit peu, ça va représenter 5% de tout ce qu'on a rechargé dans la nappe. Autorisez-nous pour qu'on puisse hydrater cet espace-là pour qu'il soit rafraîchissant, quoi. Et ben voilà ce qui s'est fait. Alors là où ça a mal tourné, parce que ça a mal tourné, c'est que nous, on avait au début proposé une éolienne comme dans les westerns, vous savez, avec les trucs, et puis un truc qui pompe, c'est un piston qui pompe, c'est tout bête. Et il y a eu cette crainte du bruit, quoi, en disant non, mais ça, justement, les éoliennes de western, on entend déjà le... Donc ils ont dit non, nous, on voudrait plutôt cette éolienne, elle est design. Sauf que ça, il n'y a pas de piston. Ça veut dire que cette éolienne, il faut qu'elle alimente des batteries qui alimentent une pompe pour aller chercher le truc et remonter l'eau. Comme ce n'était pas suffisant, on a mis un panneau solaire. Enfin, voilà, le truc a dérapé. Mais dans l'idée, c'est quand même pas inintéressant. Voilà. Je voulais vous raconter ça. Et là, je crois que j'ai plus trop de temps, mais je vous le raconte quand même. C'est très dense. Je sais que ce n'est pas forcément aussi dense ici. Néanmoins, c'est très dense. Ils n'ont pas le choix. Vu les contraintes qu'on leur a mis, ils devaient stocker, ils devaient végétaliser à fond, quoi, avec toiture terrasse quasiment de 1 mètre de hauteur de terre partout, quoi. Pourquoi j'en parle? Ils ont des imperméabilisés, etc., etc. Ils ont, à l'échelle de chaque îlot, ils ont fait ce type de choses où ils ont collecté les eaux des toitures et les ont gérées en cœur d'îlot. Mais surtout, ils ont mis des toitures terrasses végétalisées. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne savaient pas trop quoi en faire. Et donc, il y a un bureau d'études qui s'appelle Mugo. Alors, je les connais, ils ne sont pas mauvais, mais il y en a sûrement plein d'autres, hein. Mais là, en l'occurrence, c'était Mugo, donc je préfère les citer. Ils sont allés voir Eiffage, qui était représentant du groupe du promoteur, en disant, voilà, donnez-nous ces toitures terrasses végétalisées en gestion. Nous, on va en faire de l'agriculture urbaine. On va revendre dans une petite cahute qui sera dans le parc ici, donc circuit court. Et tout ça avec des gens en réinsertion. Donc là, pour un promoteur, c'était formidable, quoi. Et là, il cochait toutes les cases. Agriculture urbaine, voilà. Alors après, on en pense ce qu'on veut, mais néanmoins, il va y avoir dans ce tissu-là une agriculture urbaine qui va avoir de vrais usages. Alors, à sa hauteur, mais néanmoins, c'est une réalité.
Donc, vous voyez, à travers la gestion de l'eau, il y a quand même, voilà, tout à l'heure on parlait des cours Oasis, là c'est une autre digression. Je termine là parce que c'est très intéressant. C'est bien beau l'eau pluviale, mais en réalité, l'eau grise est encore plus intéressante. Et en particulier, alors ça dépend des eaux grises, hein, l'eau vanne, c'est pas forcément top, ou alors il faut vraiment être bon. Mais on va dire, voilà. Je prends ça parce que vous avez peut-être pas tous ça, mais une piscine publique, ça doit rejeter 35 litres par usager et par jour. Donc en gros, vos piscines publiques, elles rejettent 15 mètres cubes tous les jours au réseau. Elles payent pour ça, pour qu'elles soient acceptées dans le réseau d'eau usée. Premièrement. Deuxièmement, en plein été, quand il fait très chaud, il y a tout un tas de gens dans la piscine, donc ils rejettent encore plus. Donc l'idée, c'est de dire, récupérons cette eau des piscines et avec ça, allons hydrater, par exemple, les espaces verts. Là, c'est un projet à Strasbourg où il y a un grand mail piéton, dans le cadre d'un NPNRU, et donc ce grand mail piéton, il va être alimenté par les eaux de la piscine. On avait déjà fait ça au Plessis-Robinson il y a 7-8 ans. Franchement, l'ARS, c'est l'Agence régionale de santé, elle avait tiqué, quoi. Aujourd'hui, mais c'est un vrai bonheur, quoi. Ils sont d'accord, ils portent la chose. Voilà. Et en plus, quand on a regardé, ça se fait aussi par ailleurs, quoi. On n'est pas les premiers à faire la chose. Donc il y a comme ça tout un tas de réserves d'eau qu'on peut mettre au service de la ville, de la nature en ville, et venir compléter comme ça cette gestion durable de l'eau pluviale. Voilà, je crois que j'étais un peu vite, mais je voulais que ça permettait de balayer un peu le sujet. Merci beaucoup.